Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Il est 23 h, on regarde les titres. Ouverture à Abu Dhabi de la 15e édition de la semaine de la durabilité. C'est le vice-président de la République Timoko Meles Kone qui représente le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les chefs d'État et de gouvernement ont planché sur les voies et moyens d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie pour la préservation de l'environnement et la promotion du secteur des énergies renouvelables. La libération des emprises du métro d'Abidjan porte au total sur 7 communes du district d'Abidjan. Si plusieurs sites ont été déjà libérés, l'opération connaît néanmoins un ralentissement ces dernières semaines. Plusieurs facteurs sont à la base de ces arrêts. Focus ce soir sur le processus dans le dossier EcoPlus de la rédaction de RTIA. Et puis au Burkina Faso, on en sait un peu plus sur les femmes enlevées à Arminda dans le nord du pays. Leur nombre pourrait se lever à 80. Un témoin affirme que 3 groupes de femmes et non 2 auraient été kidnappés dans 3 localités différentes. Voilà pour les titres. Le vice-président de la République a participé lundi à l'ouverture solennelle de la 15e édition de la semaine de la durabilité à Abu Dhabi, présidée par l'émir du Qatar, le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ce forum initié en 2008 vise à soutenir la diversification des sources d'énergie à travers le développement des énergies renouvelables. Une plateforme numérique dédiée à l'apprentissage scolaire vient de voir le jour. Mon école à la maison, c'est son nom. Elle se veut un carrefour de dialogue entre les parents d'élèves, leurs enfants et la communauté éducative. Le lancement a eu lieu ce mardi. C'était en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Kone. Un reportage de Sephora Zegui. Par un clic de souris, Mariatou Kone ouvre officiellement la plateforme numérique Mon école à la maison. Désormais, les parents d'élèves ont à leur disposition des outils et manuels scolaires en ligne pour mieux suivre l'évolution scolaire de leurs enfants depuis leur domicile. Des exercices et des leçons sont disponibles gratuitement sur la plateforme. Interrompue depuis 2021, Mon école à la maison est remise en ligne mais adaptée aux normes internationales pour le bonheur des élèves, leurs parents et des enseignants. Je trouve ça bon parce que ça nous permettra, nous les élèves, de pouvoir étudier à la maison et d'améliorer nos résultats scolaires. Cette initiative est le fruit de la collaboration entre l'UNICEF et le gouvernement ivoirien. Grâce à ce partenariat, plus de 6 millions d'enfants auront accès à des cours en vue d'améliorer leur rendement scolaire. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire a réussi à numériser tous les programmes scolaires de l'enseignement général préscolaire, primaire et secondaire. Et ça, c'est vraiment unique dans le continent d'Afrique. Ceci était un véritable succès compte tenu du volume de travail réalisé et en temps record. L'école, via le numérique, c'est l'une des recommandations des EGENA, États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation, et Mariatou Kone rassure la communauté éducative quant au déploiement progressif des directives qui en découlent. Aujourd'hui, les innovations pédagogiques de l'éducation numérique introduites avec l'avènement de la COVID-19 demeurent des acquis indéniables pour une école de qualité, une école inclusive, une école d'équité. Ainsi, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation continue de travailler au développement du processus de digitalisation de tout le système éducatif ivoirien. La plateforme numérique Mon école à la maison est une source de créativité et d'innovation pour les élèves. Ceux du préscolaire, du primaire et du secondaire auront accès à plus de 4000 fiches de leçons, 5000 exercices, 2000 quiz, 150 travaux pratiques et 624 vidéos pédagogiques. Elle est accessible sur le site école-ci.online. On continue à parler d'éducation. Toujours ce mardi, ouverture à Abidjan de la session de formation des inspecteurs et conseillers d'orientation de l'éducation nationale. C'est le Centre national de matériel scientifique qui a servi de cadre à la cérémonie de lancement. Une initiative de la direction de l'orientation et des bourses, nous rapporte Amidi Rassouba dans un commentaire de Jean-Marc Djadji. Les inspecteurs et conseillers d'orientation
reçoivent des outils pour réduire le taux de décrochage en Côte d'Ivoire. L'analyse des données collectées sur le terrain et des recommandations font partie des temps forts de cette session de formation. Ainsi, le projet LICAM, Mon école, ça m'intéresse, est un test psychotechnique qui est administré aux élèves pour relever le défi de zéro décrochage scolaire en vue d'améliorer le système éducatif. Sur 45 933 élèves ayant effectué le test, on peut estimer que 9 759 élèves, soit 21,25%, présentent un risque de décrochage scolaire. Aujourd'hui, on se retrouve parce que nous avons conçu un guide qu'on appelle le guide d'accompagnement après l'administration du test LICAM. Et donc, dans ce guide, il est question de mettre en place des cellules de prévention de lutte contre le décrochage scolaire. On a les techniques que la cellule doit mettre en place pour amener les élèves qui veulent décrocher à ne pas décrocher et à rester dans le système éducatif. Plusieurs facteurs expliquent cet abandon précoce des élèves. Nous notons un facteur dominant, c'est l'attitude de la famille vis-à-vis de la scolarité de l'enfant. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants décrochent parce qu'ils se sentent abandonnés par leurs parents et vivent différentes difficultés au sein de la famille et ces difficultés impactent le travail de l'enfant à l'école. Et le corollaire de l'attitude de la famille, c'est aussi l'absentéisme qui est constaté de plus en plus dans les établissements. Au plus haut niveau, Madame le ministre a pris sur elle de mettre en place une cellule de prévention et de lutte. Une fois que les enfants sont détectés, alors la cellule prend ces enfants en charge. Pour rappel, l'adoption de la loi sur la politique de scolarisation fait du décrochage scolaire un enjeu important dans la politique sectorielle de l'éducation-formation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Autre chose, à présent, le ministre du Tourisme était jeudi dernier l'invité du GouverTalk sur la plateforme d'échange via les réseaux sociaux du CICG. Siandou Fofana a décliné les enjeux et les défis de son département ministériel. Il a annoncé, entre autres, la livraison des infrastructures hôtelières pour la CAN 2023 pour le mois de mars prochain. Le compte-rendu de Patricia au Mouitia. 2 heures durant, le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a échangé avec les internautes et répondu aux préoccupations des Ivoiriens. Bien plus, il a rassuré les internautes quant à la capacité opérationnelle d'hébergement des établissements hôteliers à la faveur de la CAN en 2024. Ces actions notables ont permis de réaliser 65% de réalisation d'infrastructures hôtelières, augmentant notre capacité d'hôtel de 2200 à un peu plus de 4350 hôtels aujourd'hui et nous positionnons avec un peu plus de 64 000 lits. Le tout devrait être agrémenté avec l'ensemble des Airbnb, avec l'ensemble des résidences hôtelières qui portent la capacité des lits à plus de 84 000 lits. Les réformes structurelles et les projets structurants contenus dans la stratégie Sublime Côte d'Ivoire ont été aussi abordés. Les mois qui arrivent permettront d'insuffler la dynamique et d'instituer un cadre réglementaire qui soit en adéquation avec les ambitions affichées par le gouvernement de Côte d'Ivoire qui vise à rentrer dans le top 5 des destinations touristiques du continent africain. Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a également partagé son optimisme quant à la contribution de l'économie touristique à asseoir une Côte d'Ivoire solidaire à laquelle son ministère travaille pour réaliser ce programme social cher au président de la République, Alassane Ouattara. On ouvre maintenant le dossier EcoPlus de la rédaction de RTI1. Le processus de libération des emprises du métro d'Abidjan affiche à ce jour un taux de réalisation de 95%. Mais l'opération lancée en octobre 2021 connaît aujourd'hui quelques difficultés dans la commune de Port-Boué. Sont pointés du doigt la prise en compte de nouveaux impactés dans la dite commune et le paiement des frais d'indemnisation qui connaissent aussi des ralentissements. C'est le focus de ce soir et l'on en parle dans le dossier EcoPlus de ce mardi. Une idée de Mamadou Kouassi. Ces maisons marquées au rouge subiront le même sort que leur voisinage dans quelques semaines. Impactées par la réalisation du projet du métro d'Abidjan, ces habitations devraient être démolies depuis bien longtemps, mais elles sont encore habitées. Plus de 40 ans que j'habite ici.
avec ma famille. Donc nous, on attend qu'on nous dédommage avant de quitter les lieux. Oui, nous sommes encore là. Parce que les chèques n'ont pas encore été donnés. Ils ont dit qu'ils vont donner le chèque, ils vont nous donner un délai, mais les chèques n'ont pas encore été remis, donc nous sommes là pour le moment. En attendant la démolition, certains propriétaires ont transformé ces endroits en lieu de commerce. Mais quand ils sont venus, on dit de quitter la maison. Je suis parti chercher maison à Nani et ramasser mes bagages. Mais le matin, ils viennent vendre ici un peu. Parce que s'ils n'étaient pas là, ils vont voler les tôles, les choses. Dans le moment, on va m'appeler pour signer. Quand tu signes, maintenant tu peux ramasser les choses. Objet de protestation, ces populations constituent les dernières à être dédommagées pour libérer totalement l'emprise du métro d'Abidjan. Cette phase est estimée à plus de 95% par le ministère des Transports. Tous jurent de ne pas savoir le montant proposé par le gouvernement. Et pourtant, des projets se tissent. Parce que la dernière fois, on me disait, les étages qui sont de l'autre côté là. Donc on leur a donné, j'aurais appris qu'ils ont eu 45 millions. Il fallait qu'ils nous relogent. C'est ce que nous on voulait. Ce n'est pas l'argent qui nous intéressait. Démarrée depuis août 2021, l'opération touche à ce jour 14 811 personnes sur l'ensemble du projet. Elle est pilotée par la cellule d'exécution du plan d'action de réinstallation, CEPAR, du ministère des Transports. Les difficultés qui surviennent le plus souvent sont des difficultés d'ordre personnel, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas être d'accord avec nous en ce qui concerne les indemnisations qu'on veut leur appliquer, et donc cela fait durer le processus. Il y a des personnes aussi qui peuvent être absentes, il y a des personnes qui peuvent ne pas avoir tous les documents requis, par exemple s'il y a des questions de succession. Et donc la personne qui se présente donc, pour être l'ayant droit n'a pas toujours les documents juridiques nécessaires. Quant aux populations en attente de paiement, le président du comité de suivi du plan d'action de réinstallation rassure du paiement total des dus dans les délais requis. Toutes, sans exception. Même les personnes qui sont hébergées gratuitement chez leurs parents, nous les recensons et nous estimons que ces personnes-là, du fait que nous dérangeons donc leur vie normale, doivent avoir droit à une compensation. Je peux dire qu'il y a sur les 14 000, il y a au moins 10 000 personnes qui ont reçu un paiement. Donc le reste va suivre. Le reste, c'est des gens qui sont dans le processus et qui seront payés très bientôt. Personne ne sera oublié. Les opérations de libération ont été souvent acceptées difficilement par la population. Et la divergence des points de vue, pas généralement, du montant à payer. Au moins, on n'a rien eu là. 90 millions, 4 pièces. Allez à nos maisons, vous nous donnez 45 millions. Hein? 45 millions là, on peut payer maison aujourd'hui à 45 millions. Vous voulez qu'on fasse quoi? Nous faisons une expertise. Il y a des gens qui sont dans des villas basses, il y a des gens qui sont dans des petits appartements, il y a des grands appartements. Donc c'est très variable. En tout cas, tout le monde est rémunéré selon l'expertise, une expertise fiable qui est faite par un expert immobilier agréé et qui est indépendant totalement de notre organisation. Donc, il se peut que, malgré cela, certaines personnes contestent les montants, donc elles font une contre-expertise et nous les confrontons. Et les rencontres d'explication avec la population, surtout celles de Port-Boué, sont régulières. À son cabinet comme dans les locaux de la mairie, le ministre Amadou Koné explique le bien fondé du projet tout en donnant des assurances aux populations. Le ministre des Transports se rend fréquemment sur le site libéré pour s'assurer de l'évolution des travaux. Début novembre 2022, c'est à bord d'une drésine qu'il effectue la dernière visite de l'année, de Port-Boué à Adjamé, en passant par Makori, Treichville et Plateau. Tous ceux qui sont impactés par le projet donc, seront dédommagés. Sur Port-Boué, c'est plus d'1 milliard de francs CFA qui ont déjà été payés à des personnes impactées. C'est un pas déterminant donc, qui est en train d'être posé. Et donc, après cela, on commencera donc, véritablement les travaux de génie civil. Notre souhait, c'est que donc, ce métro soit mis à la disposition des Ivoiriens dans un délai maximum de 4 ans, donc en 2026. Ces équipes rassurent que les travaux ont démarré depuis bien longtemps. Et ces travaux prendront une autre forme dans les semaines à venir. Les travaux ont déjà commencé.
Donc, par ce que nous appelons les déplacements des réseaux et les travaux préparatoires. Ensuite, d'autres phases des travaux vont prendre corps donc, au cours de ce premier trimestre du mois de l'année 2023. Des assurances de démarrage effectif confirmées par la signature de conventions entre la République de France et l'État ivoirien pour clore le budget de financement de ce grand projet de 870 milliards de francs CFA. Le projet du métro d'Abidjan est un projet révolutionnaire pour le développement et le transport dans le district d'Abidjan. Lancé officiellement en 2017 par les chefs d'État ivoiriens et français, le métro d'Abidjan sera une réalité dans quelques années, avec une prévision de 540 000 voyageurs au quotidien, sur une distance de 37,4 km. Le métro d'Abidjan va relier la commune d'Aniaman à celle de Port-Boué, en passant par Abobo, Adjamé, Plateau, Makouré et Koumassi. Un dossier de Mamadou Kouassi à revoir sur RTI 1. On parle maintenant de santé. Après avoir consommé de la viande de chien enragé, plusieurs habitants de la localité d'Anoumaba doivent obligatoirement se faire vacciner. Leurs bêtes sont aussi concernées par la mesure. Une campagne conjointe du ministre des Ressources animales et celui de la Santé vient d'être lancée à cet effet. Les explications de Didier Nguessan. À Noumabo, dans le département de Guitry, les villageois viennent faire vacciner leurs chiens. Cette dose contre la rage est gratuite et valable pour 1 an renouvelable à la même date. Une fois injecté, un carnet de vaccination est attribué aux animaux domestiques. C'est la première fois que je fais vacciner. On nous a appelé que les maladies des chiens sont arrivées. On s'est vacciné chez les chiens pour la sécurité de mes chiens. Donc, j'invite à mes amis qui sont à côté du village, le village voisin, pour les vacciner les chiens aussi. C'est important pour la santé de l'homme aussi, pour les chiens aussi. On prend pour chiens pour aller chercher les gars aujourd'hui. Il y a beaucoup de chiens qui étaient dans le village ici, qui n'étaient pas vaccinés. Mais par la grâce de notre docteur, aujourd'hui, on a eu la chance, ils ont venu vacciner tous les chiens du village. Voilà, vraiment, on remercie les docteurs. Cette campagne de vaccination contre la rage est une réponse du ministère des Ressources animales et halieutiques suite à une alerte donnée dans ce village après des soupçons de rage. La population qui a manipulé cette viande, qui a consommé cette viande dangereuse, est exposée à un risque de contamination. Et cette contamination court entre 7 jours à 90 jours. Il y a souvent aussi même plus. On parle même souvent de 1 an, 2 ans avant que la maladie ne se déclare. La maladie est méconnue de la plupart des populations. Et donc nous sommes là aussi dans le cadre d'une sensibilisation des populations. Lorsque nous sommes en face d'un chien qui a des signes de la rage, c'est-à-dire un chien agressif, un chien fou, il faut alerter le service de santé le plus proche ou le service vétérinaire le plus proche pour qu'on puisse attraper ce chien-là et le mettre sous surveillance. En plus des bêtes, les humains sont aussi concernés par la vaccination. Ce volet relève du ministère de la Santé qui a mis à la disposition de l'infirmerie une 50aine de doses de vaccins pour les villageois qui auraient manipulé ou consommé la viande de chien enragé. Non, moi, je vois les chiens. Je suis vacciné. Je ne mange plus. Il y a eu des chiens qui sont malades, qui sont devenus fous. Bon, c'est comme ça, il a fait des investigations pour voir comment ces chiens manifestaient leur maladie. Comme ça, il a supporté la rage et donc il a fait l'alerte. La population canine en Côte d'Ivoire est estimée à 1,5 million de bêtes. Le canal au bois dans la commune de Trècheville a servi de cadre ce mardi à plusieurs confessions religieuses à l'initiative du district autonome d'Abidjan. Elles ont formulé des prières pour le président de la République, Alassane Ouattara. Une rencontre au cours de laquelle le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé a salué la diplomatie gagnante du chef de l'État dans la libération des 49 soldats ivoiriens au Mali. Un reportage signé Issa Tchonayo. Le président de la République, Alassane Ouattara, honoré par l'ensemble des confessions religieuses de Côte d'Ivoire, au canal au bois à Trècheville. L'initiative est du district autonome d'Abidjan. Chrétiens et musulmans donnent de la voix pour saluer les nombreuses actions de paix du chef de l'État, surtout la libération totale des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali pendant 6 mois. Je voudrais remercier son Excellence le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et son épouse qui l'a soutenu dans cette épreuve, pour sa sagesse,
son calme olympien et la grande diplomatie qu'il a mis en œuvre pour régler ses conflits avec le voisin malien. Seigneur, nous te remercions d'avoir préservé leur vie et de leur avoir donné, ainsi qu'à nous, espoir et courage pendant ces moments de dure épreuve. Invocation du Seigneur et d'Allah pour mettre la Côte d'Ivoire entière sous la protection divine. Ce moment exceptionnel est une occasion pour le ministre-gouverneur d'exprimer sa gratitude au président de la République pour sa diplomatie gagnante. La miséricorde de Dieu s'est mise en mouvement pour inspirer son Excellence, le président Alassane Ouattara, notre bien-aimé président, en lui insufflant par l'Esprit Saint courage, patience, résilience, confiance, assurance, sérénité, pour finalement l'instruire de la loi de l'amour pour le Mali et pour les Maliens. Pour lui, la paix vaut son pesant d'or sous la gouvernance du président Alassane Ouattara. On lui a présenté les injures internationales. Il a préféré le silence du sage. On lui a présenté la souffrance dans son cœur. Il a préféré assumer cette souffrance dans son cœur. On a fait trembler le pays tout entier pour nos 49 braves soldats. Il a confié leur vie au Seigneur. On lui a mis le feu sur le dos pour lui briser sa résilience. Dieu a mis le feu de l'assurance. Pendant toute cette épreuve, Dieu ne l'a jamais abandonné. Dieu était toujours à ses côtés. Les religieux appellent les Ivoiriens à la paix et à accompagner le chef de l'État dans toutes ses actions de développement pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Politique, à présent, le candidat du RHDP dans la commune de Yopougon pour les élections municipales poursuit ses rencontres avec les différentes communautés. Adama Bictogo a communié le week-end dernier avec les ressortissants du Denguélé et du Worodougou vivant dans la commune. Il leur a confié sa candidature. Un reportage de Michel Digré. Adama Bictogo face à la communauté du Denguélé vivant à Yopougon donne les motivations de cette rencontre. Je suis venu donc confier ma candidature au chef du Denguélé. Je suis l'homme de mission d'Alassane Ouattara. En me portant, en m'accompagnant, c'est pas moi que vous allez porter, c'est le fils de Nabintou Cissé. Les cadres du Denguélé sont réceptifs au message. Il s'agit pour l'ensemble du Denguélé de tout mettre en œuvre pour que le bien qu'Alassane vient de faire pour le Denguélé, de choisir un de nos fils comme candidat au niveau de Yopougon, nous puissions l'honorer. Les femmes du Denguélé, de la commune de Yopougon, sont debout comme une seule personne pour dire Djarassa. Le Djarassa, nous sommes engagés avec Bictogo jusqu'à la victoire. À quelques encablures de là, c'est la communauté du Worodougou qui manifeste son soutien à la candidature d'Adama Bictogo. À 100% pour le candidat du docteur Alassane Ouattara, à 100% pour Adama Bictogo. Le bail de confiance est ainsi renouvelé, notamment avec les femmes du département de Séguéla. Partout où mes soeurs, mes frères auront besoin de moi, je serai là. Oui, je serai là parce que ce combat que nous avons mené pour la justice en Côte d'Ivoire, beaucoup d'entre vous ici ont accompagné cette bataille sans rien demander. Et les femmes de Séguéla, je vous connais. Je connais votre lutte, je connais votre combat. Adama Bictogo s'est engagé à soutenir les différents projets que lui soumettront toutes les associations de femmes de Yopougon.
RHDP, toujours le secrétariat national du parti chargé de la mobilisation, a rencontré samedi dernier la population du district d'Abidjan. Un seul point était à l'ordre du jour, la remobilisation de la base pour les échéances futures. Plusieurs chefs coutumiers ont participé à la rencontre. Ahmed Traoré, Jean-Marc Djadji pour le commentaire. La bonne nourriture, c'est le SMIC, le salaire minimum garanti. Mais ce salaire minimal-là, avant Ouattara, on savait comment c'était. Aujourd'hui, c'est passé à 75 000 francs. C'est par cette déclaration que le secrétaire national de ce parti, chargé de la mobilisation, a planté le décor de sa rencontre avec les populations du district d'Abidjan. Au cours de ce rendez-vous avec les différents chefs coutumiers représentant toutes les régions du pays, Louis Kwaku Abonouan et ses collaborateurs ont ratissé large pour le compte du RHDP. Une rencontre qui, selon lui, permettra de remobiliser la base pour les échéances électorales à venir. Notre secrétariat a un programme de travail qui tient sur 3 axes. Il y a l'axe 1 qui nous permet d'adresser la mobilisation extra-RHDP. Nous allons au contact des populations dans les villes, dans les villages et dans les campements. Et vous avez l'axe 2 qui est la mobilisation intra-RHDP. Nous faisons cela avec donc, les autres secrétariats nationaux parce que nous sommes transversales et ça nous permet donc de galvaniser, de motiver, de permettre à nos militants et ses partisans d'être déterminés, d'être axés sur la discipline. Ensuite, vous avez l'axe 3 que nous avons baptisé donc activité de diligence, qui nous permet donc de saisir toutes les diligences qui, n'est-ce pas, s'imposent au RHDP, car la vie d'un parti politique aussi est, n'est-ce pas, tributaire des contingences d'actualité nationale et internationale. Les différents chefs coutumiers représentant toutes les régions du pays s'engagent à relever les défis futurs. 51% de la population ivoirienne vit aujourd'hui dans les cités urbaines. C'est un fait du dernier recensement national. Et donc les leaders de ces communautés-là, le parti qui prend son bâton de pèlerin pour aller les voir, cela nous satisfait parce que nous ne sommes pas des chefs de village, nous ne sommes pas des rois, mais ce que nous sommes, c'est comme des élus presque, parce qu'en ville, on vous prend, parce que vous êtes capable de réunir les gens et d'unir les gens et d'œuvrer pour la paix et la cohésion sociale dans votre communauté. Les émissaires du RHDP ont par ailleurs exhorté les populations d'Abidjan à continuer d'investir le terrain. Objectif, rallier les personnes encore sceptiques à la cause de leur formation politique. On parle maintenant d'économie numérique avec cette signature de convention entre l'entreprise Kipux Afrique et l'École supérieure africaine de TIC en toile de fond. Il s'agit de faciliter l'accès aux stages pratiques pour les apprenants de l'ESATIC. Retour sur les enjeux de cette signature de partenariat avec Dangui Dangui. Toujours à la recherche de solutions technologiques pour juguler les problématiques de mobilité et de sécurité routière, Kipux Afrique, structure spécialisée dans ce domaine, s'appuie sur l'expérience et le savoir-faire de l'École supérieure africaine des TIC, ESATIC. C'est donc dans un esprit gagnant-gagnant que les responsables de ces 2 structures ont signé ce mercredi une convention. Pour nous, ce sera l'occasion, à travers ce programme, de recevoir une trentaine de jeunes de l'ESATIC dans le cadre donc des différents projets que nous avons qui utilisent les technologies de dernière génération parmi en tout cas les plus innovantes au niveau mondial. Donc déjà donc de recevoir ces jeunes mais également de rentrer dans l'écosystème de l'ESATIC. Et ce partenariat va prendre en compte des questions de formation, des questions de participation commune aux activités les uns des autres, l'interaction, la prise d'étudiants en stage, le développement d'applications. Les experts jugent le taux de pénétration des technologies de l'information et de la communication encore faible en Côte d'Ivoire, notamment dans les administrations et les services. La création de l'ESATIC répond à la vision des autorités de faire du secteur des TIC l'un des principaux leviers du développement économique et social de la Côte d'Ivoire.
Dans l'actualité hors de chez nous, au Burkina Faso, le bilan des autorités fait état d'une 50aine de femmes enlevées. Mais selon un témoin œuvrant dans la sécurisation de la localité d'Arminda, elles pourraient être beaucoup plus nombreuses. En effet, 3 groupes de femmes seraient concernés et seraient issus des localités de Boukouma, Ourougoudou et Trignan, soit environ 80 personnes. Le gouverneur de la région du Sahel a indiqué que les recherches étaient toujours en cours. Fin de ce journal, merci de votre fidélité à RTI 1 et puis soyez prudents. La météo annonce cette nuit des orages avec des averses de pluie dans les heures à venir dans le district d'Abidjan et les régions voisines. Bonsoir.